Bon, en tout cas, c'est bien vous qui fondez l'école de Millet, et tant pis après tout si vous n'êtes pas le plus sage. Avec votre école, voici le grand tournant. Voici l'entrée en scène de la science, conçue dans son universalité, sous son aspect logique et rationnel. Ce qu'a laissé l'école en résultat positif, rien. Ce qu'elle a ébauché et légué comme esprit, méthode, pensée, tout. Lioni a fondé une science qui est devenue notre science occidentale, notre civilisation intellectuelle. Alors, vous êtes une poignée d'hommes à vous interroger sur le monde qui vous entoure, et vous cherchez notamment à expliquer son origine. Comment vous travaillez? Qu'est-ce que c'est cette méthode nouvelle que vous employez? Nous, nous sommes des physiologistes. Pour la première fois, nous voulons distinguer le naturel du surnaturel. Je dis aux élèves, ne répète pas comme certains érudits que la Terre est née du chaos et qu'elle est un disque plat qui tambourine. Demande-toi plutôt pourquoi elle n'est pas carrée. N'est qu'un seul objet, le savoir. Déduis, découvre, nous te donnerons nos connaissances. Voyez-vous, je pense d'abord qu'il faut être observateur pour prouver les faits. Les anciens croyaient la Terre plate, entourée des eaux de l'océan et protégée d'un dôme solide. Le soleil, à leurs yeux, traversait quotidiennement le ciel, et nous étions sur un disque plat. Je trouve que cette représentation est discutable. Peut-être est-elle juste, mais encore doit-elle être démontrée. Pour autant, nous ne remettons pas en cause l'existence des dieux. Nous ne chassons pas le divin de la connaissance du monde, seulement la mythologie, cette généalogie divine, en cherchant des causes naturelles aux phénomènes. Voyez, nous ne discourons pas à propos des choses qui ne nous concernent pas. Et entre nous, nous procédons par la discussion des arguments défendus. Je crois en effet que la discussion est une nécessité de l'avancée scientifique et une qualité de la rationalité. Vous croyez que la science permet de tout expliquer? Je pense que la science permet l'affirmation de vérité. Non à partir de quelques objets singuliers, comme le font les Égyptiens ou les Babyloniens, mais pour une infinité d'objets contenus dans le monde. Nous croyons pouvoir déterminer des vérités pour plusieurs éléments. Et en les recoupant, nous pourrions affirmer des vérités concernant une classe entière d'êtres. J'ai l'intuition que nous pourrions trouver et démontrer une explication rationnelle, peut-être même simple, qui pourrait expliquer l'existence des choses de manière transverse. Quand je les observe, même séparément, j'ai l'intuition que toute chose est réunie à d'autres, par quelque loi extraordinaire qui fait la merveille de la nature. Nous appelons arché ce principe générateur que l'on recherche. C'est l'essence probable de chaque être. Notre démarche, notre travail, la science, est en quelque sorte l'étude approfondie des questions philosophiques que nous nous posons. Pas seulement nous, mais l'espèce humaine. Qu'est-ce que c'est pour vous une question philosophique? Eh bien, c'est une question qui vient de l'esprit. Et je crois que l'homme s'en pose depuis la nuit des temps. Qui sommes-nous? Qu'est-ce que le monde? Comment est-il apparu? C'est bien à ces questions vertigineuses que tentent de répondre déjà les poètes, les musiciens et les prêtres à travers la mythologie et la généalogie des dieux. Toutes ces explications peuvent être satisfaisantes, bien sûr, et elles l'ont été durant des siècles. Je ne vois pas de raison de les rejeter en bloc. D'autant que cette tâche immense et ambitieuse que nous entreprenons a besoin de toute l'aide possible. Attendez, vous mettez toutes ces disciplines sur un même plan? La musique, la poésie, la science n'est pas une explication plus aboutie que les autres? Bien sûr. Pourquoi voulez-vous les séparer et les classer? D'abord, je trouve qu'ils ont bien raison de s'interroger sur l'univers. L'univers est ce qu'il y a de plus grand, car il contient tout. Mais il faut voir que ces explications ne sont que des représentations mentales. Toutes ces questions portant sur l'univers, les astres, la nature, et finalement l'homme lui-même, je propose qu'on tente de les résoudre en suivant une méthode nouvelle. Commençons par observer, simplement. Car savoir, c'est d'abord voir. Il faut ensuite que cette perception donne naissance à la pratique, à l'expérimentation, puis au théorique. Vous parlez d'intuition, vous parlez aussi de démarche scientifique. L'intuition, c'est bien la première lumière de la raison, mais ça reste une connaissance directe. Ce n'est pas une vérité inflexible et certaine. D'après ce que j'ai lu sur vos différentes théories, vous vous interrogez beaucoup sur les éléments, l'air,
la terre, le feu, l'eau. Pourquoi c'est un point de départ pertinent? Nous avons plutôt une logique que nous pourrions qualifier de déductive. La science n'a que peu de leviers à sa disposition. L'expérimentation nous permet de dévoiler par nos sens ce que nous voyons, ce que nous entendons ou bien ce que nous sentons. Lorsque nous expérimentons, nous avons généralement une idée sous-jacente que nous avons imaginée comme possible et l'on tente de la vérifier simplement en la confrontant à la réalité. Nous pensons que seuls les principes matériels sont les principes de tout. Il faut reconnaître à la matière un certain principe d'intelligence. C'est à partir de quoi tous les êtres existent, et à partir de quoi ils naissent en premier, et en quoi ils sont finalement détruits. En déterminant de quelle matière peut bien être constituées les choses qui nous entourent, on espère pouvoir conclure du principe premier le plus probable. Cependant, on ne s'accorde pas tous sur le nombre et la forme d'un tel principe. Anaximène pense que c'est l'air qui régit le monde comme une respiration. Cet air, dilaté à l'extrême, devient feu. Comprimé, il se transforme en vent. Et une compression plus forte de l'eau transforme celle-ci en terre, dont la forme la plus condensée est la pierre. Il prétend que le ciel est le chapeau tournant de la terre ronde et que les éclairs qui sourdent des nuages sont dus au vent. Pour Anaximandre, qui va plus loin, le premier principe est l'illimité. Les choses retournent à ce dont elles sont sorties. Dans l'infini des mondes, notre terre fut engendrée. Elle porte en elle le chaud et le froid et fait partie de l'infini. La pluie qui nous vient est produite par l'humidité pompée de la terre par le soleil. Il dit aussi que c'est au sein d'animaux marins que sont nés les premiers embryons d'hommes. Quand ils le purent, ils sortirent de l'eau et prirent pied sur terre. Il n'y a aucune preuve de cela. Cependant, je suis persuadé, moi aussi, que l'homme est né de l'humide. Pour moi, le principe générateur, l'arché, c'est l'eau. Et seulement l'eau. L'eau est la cause matérielle de toute chose, d'où procèdent les autres éléments, l'air, le feu et la terre. J'ai étudié les saisons, les mouvements des étoiles, le grondement de la foudre, le grossissement de la lune à son lever. L'eau est le plus parfait principe vital. Et on vit dedans comme un embryon. Les 4 éléments s'y mélangent, mais le premier est l'eau. J'ai imaginé plusieurs possibilités. Il doit y avoir une gigantesque bulle d'air atmosphérique formée par la concavité du ciel, et la Terre flotte sur l'océan céleste, élément on ne peut plus sacré et générateur. On est sur Terre un peu comme sur un bateau alors. Oui, en quelque sorte. Allez-y, descendez. Passons d'un bateau à l'autre. Pourquoi vous choisissez l'eau, vous? Ça paraît assez arbitraire. C'est pas plus rationnel qu'une autre idée, il me semble. Je pourrais bien choisir le feu et construire simplement par-dessus un argumentaire qui tient la route. La raison de ce choix me vient de l'importance de celle-ci dans la croissance et la nutrition des choses vivantes, de son rôle central dans le quotidien des Milésiens, et des observations que j'ai faites quant à l'importance du Nil et des autres fleuves, qui sont souvent des objets de culte. Ne voyez-vous pas aussi que les semences, les germes de toutes choses, ont une nature humide, et que l'eau est, pour les choses humides, le principe de leur nature? Or, ce à partir de quoi il y a génération, est bien le principe de tout. Comment vous expliquez les autres éléments à partir de l'eau? Il me semble que la terre n'est que de l'eau condensée, l'air pourrait bien être de l'eau raréfiée, et le feu est son opposé, le chaud sur qui elle l'emporte et qui participe à ces changements. On peut dire simplement qu'en dernière analyse, tout se résout en eau. Je crois que la Terre est un disque plat au centre de la sphère du monde et qu'elle flotte elle-même sur l'eau. Cette Terre et ses eaux sont recouvertes par l'air. Et notre sphère est percée de trous par où l'on aperçoit le feu qui l'environne. Ces trous lumineux sont les étoiles. Venez, suivez-moi. L'école se trouve par ici. Ces observations vous semblent-elles grossières? Je suis toujours curieux des imaginations de mes interlocuteurs. Dites-moi, vous-même, comment expliquez-vous l'origine du monde? La cosmogonie à mon époque, on pense que l'univers n'était au départ que du gaz. Ce qui se passait avant, honnêtement, on n'en a pas la moindre idée. Mais ce gaz universel s'est mis à refroidir. Et quand il a atteint 3000 degrés, les protons et les électrons dont il était constitué
se sont associés pour former le premier atome d'hydrogène. On pourrait dire que notre principe premier, c'est donc ce gaz particulier. Et vous avez remarqué, on l'a nommé hydrogène, générateur d'eau, parce que de lui en découle la formation de cet élément. Qu'est-ce qui vous fait sourire? Pythagore. Je pense à Pythagore, mon vieil ami Pythagore. Il nous rendit visite alors qu'il n'était qu'un jouvenceau. Il soutenait qu'il était impossible que la Terre repose sur l'eau, comme je le crois. Il imaginait une Terre ronde, en mouvement et qui flottait dans les terres. Je suis bon parieur, vous savez. Et notre Pythagore deviendra un archonte ou un grand découvreur. Ni mes facultés, ni ma science n'égalent ce que je perçois en lui. C'est très exactement ce qu'on croit, nous aussi. C'est vrai que c'est assez surprenant ces raisonnements que vous êtes capable d'avoir. Tous dans votre genre, en fait. Vous êtes plutôt fort en déduction, je reconnais. Comment est perçu le fait que vous rompiez avec les religions et l'explication des origines par les dieux, même si vous ne les remettez pas fondamentalement en cause? Nous voulons compléter l'explication mythique des phénomènes par une explication physique qui permettrait de comprendre la structure du monde. Mais certains pensent que les premiers théologiens ont eu aussi cette conception sur la nature. Ils ont fait d'Océanos et de Thétis les parents de la génération, et ils ont fait de l'eau celle que les poètes appellent le Styx, le serment des dieux, car le plus ancien est le plus respectable, et le plus respectable est le serment. Les Égyptiens ont aussi le Noun. C'est une matière-esprit destinée à l'évolution, qui s'accorde, dans une certaine mesure, avec l'idée de l'eau primordiale. Ils conçoivent la Terre flottante, comme un disque de bois reposant sur l'eau, et évoluant dans un univers rempli de cette matière liquide primordiale. Et les Babyloniens admettent aussi l'idée d'un océan supérieur et d'un océan inférieur. Non, en fait, je voulais dire, vous rompez avec l'explication religieuse de l'origine du monde. On est à une époque où les mythes sont des croyances très fortement ancrées. La plupart des gens croient que la Terre est plate. Ils sont préoccupés par leur quotidien, le travail de la Terre. Et vous parlez de l'eau. Vous débattez à propos d'une sphère, en lévitation dans le cosmos. Vous ne passez pas pour des savants fous qui perdent leur temps à calculer les étoiles et à spéculer sur des théories invraisemblables? Bien, il est vrai que nous agirions parfois plus sagement en ne discutant de ces idées qu'entre amis, plutôt qu'en communiquant à n'importe quel genre des théories qui ne peuvent guère leur être utiles. Parfois, les gens peuvent être réticents à considérer trop d'avancées. Mais la connaissance du ciel et la structure du monde ne permet-elle pas directement celle de la Terre? Et depuis toujours. Tenez, Anaximandre est très apprécié à Milet. On considère qu'il sauve des vies lorsqu'il prédit les tremblements de terre. Il sait prévoir les jours les plus courts et les plus longs, ce qui permet aux paysans de semer au meilleur moment de l'année. Et les étoiles? Qui sait depuis combien de temps les Phéniciens s'en servent pour régler leur navigation? On dit que les Phéniciens sont les descendants de Poséidon et d'une Océanide. Sans doute ont-ils observé depuis longtemps déjà ce que nous cherchons à démontrer. Je suis moi-même originaire de Phénicie, membre de la noble famille des Télides, et pourtant j'ignore tout des explorations des Phéniciens. Les marins phéniciens, voyez-vous, ont l'amour du secret. Ils entourent leur voyage de mystère et conservent un mutisme absolu sur leurs expéditions et leurs découvertes. Tenez, regardez là-haut. Ce sont les étoiles du chariot. Les Phéniciens s'en servent pour... Attention! Ça va? Vous êtes pas fait mal? Par Athéna! J'ai chuté misérablement dans ce trou. Mes pensées étaient fixées au ciel et voilà mon corps qui chute au plus bas de cette terre. Un peu plus, et je me noyais dans l'océan primordial. Ça va, vous êtes sûr? Regardez où vous marchez. Comment pourriez-vous connaître ce qui est dans le ciel si vous n'êtes pas capable de voir ce qui est à vos pieds? Mais alors, cher ami, de quelle mentalité puis-je faire preuve pour mobiliser mon attention aux secrets de la nature, quand j'ai toujours la mort ou l'esclavage devant mes yeux?